Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 8 mai à la une de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a effectué une visite au siège du ministère de la Défense nationale. Le président de la République a reçu le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Isidore Mvuba, qui lui a remis un message du président congolais. Commémoration des massacres du 8 mai 1945, décrétée journée de la mémoire nationale. Au vu de l'importance de cet anniversaire, les Algériens ont marqué cette date à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Les Palestiniens à Rafah sous les bombardements, le passage frontalier le plus important, le point d'accès des aides humanitaires est fermé par les forces sionistes. De nouveaux charniers ont été découverts dans le centre de Gaza. Nous ferons le point tout à l'heure. Oran accueille plus de 330 touristes qui ont accosté à bord d'un navire de croisière, des visiteurs de différents pays subjugués par la ville et la chaleur de ses habitants. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a effectué une visite au siège du ministère de la Défense nationale, où il a été accueilli par le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Après avoir écouté l'hymne national et la présentation des honneurs militaires par les différents détachements de l'ANP, le président de la République a salué le commandant de la garde républicaine. Le président de la République a salué le commandant de la garde républicaine, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les commandants des forces et de la gendarmerie nationale, le commandant de la première région militaire, le contrôleur de l'armée, les chefs de département au ministère de la Défense nationale et à l'état-major de l'ANP qui étaient à son accueil.
بشرك الموعودا فأنا امتدادك يا أبي فأهو أنا ضباك فهل سمعت من يخون وريدا وأنا البقية والبداية والختام وما حلمت به فكان أكيدا فأنا الشهيد ابن الشهيد وأمي تلد الرجال مقاوما وشهيدا المجد والخلود لشهدائنا الأبرار تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر. يديكم ان شاء الله. معهم صورة بريس. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu ce mercredi le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Isidore Mvouba, qui lui a remis un message du président congolais. L'audience s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem. Après l'audience, le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo a mis en avant les relations historiques liant l'Algérie et le Congo et l'entente parfaite des visions des deux pays. Je vous invite à l'écouter. Mais on vient de vivre un moment fastueux. Nous venons de rencontrer la voie de la sagesse. Comme il n'y en a plus beaucoup par le temps qui court, et sur toutes les questions bilatérales. Et comme tout le monde le sait, l'Algérie et le Congo ont une vieille coopération depuis 1964. Mais elle a pris de l'envergure lorsque le président Denis Sassou Nguesso est revenu au pouvoir. Donc il y a une communauté de vues parfaite entre la République algérienne démocratique et populaire et le Congo. Dans le cadre du Parlement, il nous a félicités d'avoir lui signé un accord cadre de partenariat et il espère qu'entre les deux chambres, les choses vont aller au mieux le plus vite possible. Il attend la commission mixte pour déclencher un certain nombre de choses parce qu'il regrette que les accords que nous avons eu à signer en 2017 lors du voyage d'État du président Denis Sassou Nguesso n'ont pas connu, comme on dit, une issue favorable. Mais il attend la commission mixte pour déclencher tout ça. Donc nous sortons là complètement comblés, ravis et heureux d'avoir rencontré un personnage hors du commun. Journée nationale de la mémoire ce 8 mai qui coïncide avec les commémorations des massacres de 1945. Le président de la République avait déclaré hier dans son message que le dossier de la mémoire est inaliénable et imprescriptible et ne peut faire l'objet de concessions ou de marchandage. Et sur les lieux des massacres du 8 mai 45, Sétif, Galma et Kharata ont abrité les commémorations officielle avec de nombreuses activités rendant hommage aux Chouhada. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Laïd Erbiqa, a souligné depuis Sétif que la valorisation de l'héritage historique garantit la fortification de la nation et le renforcement de son lien avec la patrie. Le ministre s'est notamment rendu au cimetière de Sidi Saïd où se trouve une des fosses communes des massacres où il a assisté à la levée des couleurs et à une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs avant de rendre visite au président de la fondation du 8 mai 45, le Moudjahid Abdelhamid Slakji.
La commémoration des massacres du 8 mai 1945 a été décrétée journée nationale de la mémoire, compte tenu de l'importance de ces événements pour la suite de la lutte algérienne contre le colonisateur, l'ampleur également de la barbarie du colonisateur français qui a exécuté plus de 45 000 Algériens sortis manifester pacifiquement pour leur indépendance 69 ans après. L'Algérie s'en souvient. Amel Nebech se souvient toujours des massacres commis par la France coloniale le mardi 8 mai 1945 à Sétif, Guelma, Kharrata et dans d'autres régions telles que Batna, Blida, Khanchla, Bourj Bouaririj, Biskra, Saïda. La sauvagerie et la violence de la répression coloniale se répandit tel un poison sur le territoire algérien. Deux atmosphères, deux ambiances. D'une part, le monde et notamment les Européens célébraient la fin du nazisme et d'une guerre sauvage et impitoyable. Et d'une autre part, les militaires et la police française avaient ouvert le feu sur des manifestants pacifiques sortis pour réclamer l'indépendance de l'Algérie. Le 8 mai, le mardi, est un jour de marché à Sétif. Donc les gens se sont rassemblés dans les alentours de la mosquée Abou Dher al-Ghifari qui se trouve dans la cité Langar. En vérité, c'est la cité de la gare. Donc ils ont pris la marche, arrivés non loin du Café de France et de l'Hôtel de France. On a brandi l'emblème national. Donc la police a été, disons, étonnée, surprise par la sortie de cet emblème, le signe de la souveraineté d'un pays. Saad Bouzid, le premier martyr et victime de cette tuerie, il sort de nulle part. Il était parmi les manifestants. Il reprend l'emblème. On lui tire dessus. Le jeune Saad Bouzid tomba en martyr le 8 mai 1945 à l'âge de 26 ans. Il incarne le sacrifice pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie. Dans un geste héroïque, il meurt, l'emblème algérien à la main. Je voudrais insister sur un fait important et faire une analogie entre ce qui s'est passé en mai 1945 et ce qui se passe actuellement à Gaza. C'est la guerre de l'information. Le crime commis en mai 1945 a été un crime commis en catimini et perpétré à huis clos. Actuellement, il y a le Facebook, il y a l'Internet, il y a la connexion, il y a aussi l'information. Et cette information-là met l'État sioniste devant le fait accompli, et la mobilisation internationale a démasqué et démasque les atrocités commises par l'armée sioniste. Donc 79 ans après, on commémore les massacres du 8 mai 1945 et une cérémonie a eu lieu à Paris, à l'ambassade d'Algérie en France, en présence de l'ambassadeur, des consuls et consuls généraux. Levée des couleurs nationales, minutes de silence et recueillement à la mémoire des chouhadas des massacres du 8 mai étaient au programme. Commémoration également à Nanterre de ce qu'on a appelé l'autre 8 mai, les massacres en Algérie. À l'occasion, une plaque commémorative a été dévoilée à l'angle des rues du 8 mai 1945 et les amandiers. Le compte rendu de notre correspondante en France, Afaf Belhoujet.
Après le boulevard du 17 octobre 61, le collège Abdelmelk Sayed, c'est au tour de la plaque de l'autre 8 mai 45 d'être dévoilé, un emplacement qui fait face à l'ancien consulat d'Algérie à Nanterre, en présence d'un public cosmopolite, levant haut le drapeau algérien. Plus qu'une commémoration, c'est un an à l'oubli revendiqué par les rares témoins vivants des massacres coloniaux. Un devoir de mémoire porté de génération en génération d'immigrés, puis d'enfants d'immigrés, puis de franco-algériens, sans jamais rien lâcher pour que la mémoire s'arrache sa place dans le récit officiel de l'histoire. C'est l'histoire de France aussi. C'est une histoire sombre, c'est une page sombre de l'histoire de France, mais on doit quand même en parler parce qu'il y a une histoire commune entre l'Algérie et la France et ça se ressent jusqu'à aujourd'hui. Et nous, en tant que collectif du 17 octobre, c'est une façon d'écrire cette histoire. Une reconnaissance qui n'aurait pu se concrétiser sans la collaboration active des élus de la ville. Eux aussi se sont relayés pour porter le flambeau de la vérité historique et tout en célébrant la victoire contre les nazis, s'inclinent à la mémoire de ceux qui ont pris part à ce combat avec une promesse de liberté sauvagement réprimée. Les combattants aussi algériens étaient présents dans l'armée française pour se battre pour la liberté, pour retrouver la liberté. Et dans le même temps, on avait un massacre, on y reviendra, qui était perpétré de l'autre côté de la Méditerranée. Donc c'est important aujourd'hui pour nos générations, pour l'histoire et ce que porte la ville de Nanterre, de pouvoir lier ces deux événements, de toujours garder cette mémoire complexe et de la garder ensemble et de la commémorer ensemble pour qu'on n'oublie jamais. Bien sûr, avec les Algériens, avec le peuple algérien, l'histoire de Nanterre est une histoire longue et c'est une histoire qui va durer, je pense, peut-être pour l'éternité. Cette relation est tout à fait particulière et vraiment, je suis très très content à chaque fois que Nanterre soit au rendez-vous de cette histoire. Un devoir envers les victimes des massacres du 8 mai 45, mais aussi envers leurs descendants, ces nouvelles générations de franco-algériens qui se battent pour lever le voile sur cette histoire de leur double appartenance. Un combat courageusement porté par la députée Sabrina Sebaihi. En 2016, moi j'avais eu l'occasion d'aller en Algérie et d'emmener 25 jeunes assister à la commémoration à Sétif le 8 mai 45. Le 8 mai pas 45, mais à cette date du 8 mai 45, ils ne connaissaient pas cette histoire. Ils l'ont découverte au moment de la commémoration. Et j'avoue que c'était très impressionnant de revoir cette marche des scouts, ce défilé finalement qui a conduit à la mort de ce jeune scout ce 8 mai 1945. Donc beaucoup de chemin depuis, puisque aujourd'hui on va assister au dévoilement de la plaque du 8 mai 45 consacrée au massacre de Sétif. Et puis j'en profite aussi pour vous annoncer qu'à l'Assemblée nationale, on a décidé de créer un groupe de travail intergroupe pour travailler cet autre 8 mai 45, pour travailler à sa reconnaissance. Et donc normalement on a fait l'annonce officielle aujourd'hui, donc vous en avez la primeur. Un travail de longue haleine et un combat dont la ville de Nanterre demeure en avant-garde, tout comme l'étaient ses habitants algériens un certain 17 octobre 61. À ce sujet, à suivre le document intitulé Le Mardi Noir, histoire d'un massacre de Ahmed Nebash sur Canal Algérie. Ce sera à partir de 21h. Cette annonce du ministère des Affaires étrangères, en application des instructions du président de la République, une série de mesures et de dispositions ont été prises en vue d'améliorer les services consulaires et de permettre aux membres de la communauté nationale à l'étranger d'en bénéficier au mieux. Il a été décidé de permettre aux enfants de la communauté nationale à l'étranger, exceptionnellement pendant la période estivale, d'accéder au territoire national avec une pièce d'identité biométrique et un passeport, autrement dit sans visa. Cette autorisation est applicable durant la période allant du 1er mai jusqu'à fin octobre 2024. Une importance majeure a été accordée pour faciliter la délivrance des passeports en renforçant les effectifs des services concernés au sein des représentations afin qu'ils puissent s'acquitter de leur mission dans les meilleures conditions. Et l'amélioration de l'accueil, la prolongation des heures et des journées de travail du lundi au samedi, l'introduction d'un service d'accueil sur rendez-vous, outre le déplacement d'équipes biométriques dans les zones à forte concentration de la communauté et éloignées des sièges des ambassades, des consulats, entre autres mesures décidées. Et depuis Béjaïa, le président de l'autorité nationale indépendante des élections a réitéré la volonté de l'institution qu'il dirige de faire la part belle à la supervision
participative en associant tous les acteurs impliqués dans l'organisation et le déroulement des présidentielles du 7 septembre prochain. Mohamed Shalfi supervisait l'inauguration du nouveau siège de l'ANI à Béjaïa. Le bilan opérationnel du ministère de la Défense nationale durant la semaine écoulée dans le cadre de la lutte antiterroriste. Un détachement de l'ANP a abattu à Bouj Badji Mokhtar le terroriste dénommé D. Omar qui avait en sa possession un pistolet automatique, une quantité de munitions. Dans le même sillage, des détachements de l'ANP ont procédé à l'arrestation de 21 éléments de soutien au groupe terroriste lors d'opérations distinctes à travers le territoire national, tandis que 7 casemates et 9 bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites respectivement à Betna et Boumerdès. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité, ont intercepté 27 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 182 kg de kiff traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 117 grammes de cocaïne et 36 500 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Bouj Badji Mokhtar et Ingezem, des détachements de l'ANP ont arrêté 375 individus et saisi 45 véhicules, 192 groupes électrogènes, 113 marteaux-piqueurs, 3 détecteurs de métaux ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 16 autres individus ont été interceptés et 9 fusils de chasse, 150 400 litres de carburant, 80 tonnes de denrées alimentaires destinés à la contrebande et la spéculation et 122 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine de 171 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 289 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. À l'étranger, alors que la trêve piétine, les bombardements se poursuivent à Rafah, ville frontalière, dans la bande de Gaza, et le plus important point de passage des aides humanitaires, désormais aux mains des forces sionistes. L'ONU alerte sur les graves conséquences d'une fermeture prolongée de ce passage sur les Palestiniens, et ces derniers continuent de découvrir les vestiges de la barbarie sioniste. Mariam Damis. Un troisième charnier a été découvert à l'hôpital Shifa par les équipes médicales, avec 49 corps exhumés jusqu'à présent. Les recherches se poursuivent avec des prévisions de retrouver des dizaines de nouveaux corps. Au total, 7 charniers ont été découverts dans les hôpitaux de Gaza depuis le début de la guerre, dont 1 à l'hôpital Kamal Adwan, 3 à Shifa et 3 à l'hôpital Al-Nasr, où 520 martyrs ont été exhumés. Les hôpitaux de la bande de Gaza font face à une pénurie critique de carburant, vital pour alimenter les générateurs assurant l'électricité nécessaire à leur fonctionnement. Cette situation met en péril la capacité des hôpitaux à fournir les soins de santé essentiels aux blessés. Selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, actuellement, il ne reste que 3 jours de carburant aux hôpitaux situés dans le sud de la bande, ce qui signifie qu'ils pourraient bientôt cesser de fonctionner. Soulignant l'urgence d'étendre les opérations humanitaires fragilisées alors que l'opération militaire à Rafah entrave la capacité à aider des milliers de personnes vivant dans des conditions désastreuses, sans nourriture, sans installation sanitaire, sans service de santé et sans sécurité. Après avoir pris contrôle du point de passage de Rafah, stratégique pour le transfert de l'aide humanitaire, l'entité sioniste empêche ainsi l'acheminement des aides vitales tout en continuant de mener des frappes aériennes et des opérations ciblées meurtrières, menaçant d'entamer une offensive terrestre majeure. Ceci au moment où se tiennent au Caire des négociations de la dernière chance en vue d'une trêve. Retour dans le pays où on vous propose une visite aux mines du Zekar à Miliana, l'occasion de rendre hommage aux travailleurs de ces sols qui ont voué une partie de leur vie à l'exploitation du fer. Certains, ou plutôt parfois dans des conditions pénibles, notamment durant la période coloniale. Ces mines ont marqué la vie de toutes les familles de la région. Reportage de Samia Boualouche.
C'est par ici qu'on va commencer notre balade en sol mineur de la fameuse placette de la ville de Miliana. On est à la deuxième édition de cette activité qui est une balade en sol mineur pour rendre hommage aux gens qui ont travaillé dans les mines du Zakar, ces mines qui ont, si on peut dire, ouvert au début des années 1900, au début du XXe siècle. Cette ville se souvient encore de l'histoire de ces carrières à ciel ouvert qui est intimement liée à celle de famille ici. Je suis le doyen des mineurs d'Algérie, pratiquement, 88 ans. Ça, c'est le minerai de fer des mines du Zakar. Ça s'appelle l'hématite rouge, une teneur de fer de entre 56 et 60%. Ce minerai est expédié en France en 1880 pour que le Eiffel l'exploite pour faire sa structure métallique, sa charpente métallique de la tour Eiffel. Ils ont pris 8000 tonnes d'ici et de Ruina. Il y avait beaucoup d'ouvriers, il fallait beaucoup d'ouvriers. Il y avait 1500 ouvriers, donc il n'y a pas une famille ici à Miliana qui n'a pas un père ou un grand-père mineur. Et nous, à travers cette activité, c'est création d'un nouveau circuit touristique. On l'a appelé la balade en sol mineur. Je dis le jeu de mots. Et nous sommes à la deuxième édition. Et c'est surtout c'est à l'occasion de la nationalisation des mines du Zakar. C'est à partir de Miliana que le président Rabih Boumediene a nationalisé les mines du Zakar. Et notre plus grand souhait, c'est la création de ce musée et l'aménagement de galeries pour les touristes qui sont venus nombreux ici. On emprunte cette route sinueuse pour arriver enfin dans ce lieu de mémoire, accompagné par des experts en géologie. Les mineurs travaillaient ici dans des conditions difficiles et avec des moyens rudimentaires. Les débutants qui ne dépassaient pas les 12 ans travaillaient ici en tant que mousse, c'est-à-dire comme porteurs d'eau et d'outils ou pousseurs de wagonnets. Leurs histoires sont toujours transmises de père en fils. Il faut savoir que l'exploitation de cette mine a commencé en 1800, à la fin de 1874. Il n'y avait pas beaucoup de moyens mécaniques, il n'y avait pas, donc tout se faisait à la force des bras. Donc l'extraction, l'abattage avec les pics de mine, la poussée des wagonnets à la main. Donc tout se faisait manuellement et c'était vraiment un travail très 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 dur et très pénible. Beaucoup d'efforts sont fournis pour préserver la mémoire de ces mines et ces hommes. Les Milianais souhaiteraient voir un musée sur ces lieux pour rendre hommage aux mineurs qui sont passés par là. À Oran, plus de 300 touristes ont accosté à bord d'un navire de croisière venus de différents pays du monde. Les visiteurs ont été subjugués par la ville et l'accueil chaleureux des habitants, nous dit Camélia Hamoum, commentaire de Laouf Hamouche. Il était presque midi quand ce navire de croisière a accosté au port d'Oran. À son bord, plus de 300 touristes étrangers de différentes nationalités. Et c'est avec de grands sourires qu'ils se sont lancés à la découverte des nombreux sites historiques et culturels que recèle El Bahia. La population est très gentille, très bien accueillie. Et je suis très heureux, c'était un vœu. Contente d'être venue, oui, ça fait plaisir. On a visité Alger, on a visité Tipasa, on est très content de venir à Oran. On est accueillis chaleureusement et ça fait vraiment chaud au cœur. Merci de votre accueil, c'est magnifique. C'est le troisième navire de croisière qui accoste au port d'Oran. Ce dernier transporte 330 visiteurs. Étant donné qu'Oran est une wilaya touristique par excellence, elle est une destination privilégiée des touristes étrangers. Un périple qui a mené les invités de la capitale de l'Ouest du boulevard de la Hélène au mythique fort de Santa Cruz et vers la place du 1er novembre. Subjugués par la beauté de la ville et touchés par l'hospitalité de ses habitants, ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. L'accueil très sympathique des gens. Et voilà, les gens nous demandent, bon, c'est la tradition, comment ça va ?
Et les femmes nous disent aussi bonjour avec des sourires et ça c'est parfait. On a eu des très bons contacts, de très belles discussions et on est content que ça évolue dans le sens de la paix. Et on se sent bien encadré, bien soutenu par des gens adorables. Donc c'est un très bon souvenir. Alger, je découvre, et puis ici, je découvre aussi Oran, puisque c'est deux villes que je n'avais jamais fait. On a reçu environ 400 personnes qui ont fait le tour d'Alger, Oran, Tipaza, Skikda. Ils sont partis à Constantine aussi, à Annaba. On a été très bien reçus, alhamdoulilah. Nous, on fait partie d'un voyage culturel et on est parti de Skikda. On a visité, et puis Alger. Et puis maintenant, on finit par Oran. Tombés sous le charme de la ville de Sidi El Houari, ils ont tenu à immortaliser chaque étape de leur circuit. Ils repartiront chez eux avec des souvenirs et des anecdotes plein la tête. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.